Bonjour et bienvenue dans Espace de travail. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conditions de travail dans un secteur un peu particulier qui est celui de la culture et plus précisément dans le monde de la culture subventionnée, des lieux de spectacle, des centres chorégraphiques, des théâtres, des centres d'art contemporain aussi un petit peu. On s'intéresse à la façon dont les gens qui y travaillent ressentent un peu leur boulot. C'est un secteur où souvent on ne compte pas ses heures, où on est passionné, où on est content de faire ce qu'on fait, on porte des projets passionnants, mais c'est aussi un secteur où on peut exprimer une souffrance, une difficulté qui vient souvent d'un décalage en fait entre les valeurs qu'on porte et que les lieux où on travaille portent, entre ces valeurs et la réalité banale et parfois un peu difficile des relations de travail, des rapports hiérarchiques et des rapports entre les personnes. Donc pour discuter de ces sujets, j'accueille aujourd'hui deux personnes. Micha Ferrier-Barbu, bonjour. Vous êtes consultante en management des organisations culturelles et vous avez co-dirigé avec Rebecca Shankland une publication chez Territorial Éditions qui s'appelle La gestion des ressources humaines dans le secteur culturel, où vous avez recueilli de très nombreux témoignages, notamment sur le ressenti et sur les conditions de travail. J'accueille aussi Sophie Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée syndicale au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Oui, tout à fait. Vous êtes membre du bureau national du Synpact CGT. Du Synpact, c'est pareil, du Synpact CGT. Synpact CGT, voilà. Donc, mais pas regardant sur la prononciation. Une branche de la CGT. Et dans votre théâtre, actuellement, au moment où on tourne, vous êtes en grève avec plusieurs de vos collègues. Oui. Et vous contestez notamment la gestion de ce théâtre par sa directrice. Oui, tout à fait. On est à une 7e semaine de grève, en fait, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin. Tout à fait, voilà, une grève depuis le 20 septembre. C'est pas une petite journée par-ci, par-là. Pas une grève perlée, en plus. C'est une grève où on se remet en grève tous les jours, en fait. Ouais. Donc, septième semaine. 7e semaine de conflit. On a commencé le 20 septembre. On avait posé un préavis, en fait, le 3 septembre, sur la journée du 20 septembre. Un préavis pour une grève reconductible, en s'imaginant que 3 semaines quasiment, ça permettait quand même de mettre en place des négociations, une discussion en fait, sur les points du préavis. Et en fait, la discussion, la première journée de négociation qu'on a eue a été, alors qu'on était déjà en grève depuis 4-5 jours, elle a eu lieu le 25. D'accord. Donc malheureusement, on n'a pas pu mettre ce temps-là. Dans le cadre de ce mouvement, vous vous opposez à la directrice du théâtre, qui est Marie-Josée Malice, la gestion en tout cas, la metteuse en scène Marie-Josée Malice. Alors on s'oppose pas vraiment, mais on s'oppose. C'est pas en ce terme-là qu'on se le dit, mais disons qu'on s'oppose à certaines conditions de travail et à un certain mode de fonctionnement du lieu, qui est effectivement initié par la direction, nécessairement. En l'occurrence ce qu'on pointe, et qui est susceptible de rendre les gens, de mettre les gens en souffrance, voire de les rendre malades. On a eu des arrêts maladie, etc. Je pense qu'à un moment donné, c'est toujours difficile parce qu'on a toujours une pudeur. Parler de souffrance, c'est quand même pas facile. Et donc du coup, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense qu'à un moment donné, il faut utiliser le terme, en fait, tout simplement, et que dans ce préavis, effectivement, étaient portés 3 points. La gestion pathogène, alors ça a fait bondir, évidemment, notre direction de gauche, bien pensante, qui s'imagine être parfaitement dans la ligne de ce qu'on doit faire avec les gens et qui les traite parfaitement bien, etc. Donc, évidemment, management pathogène, ça les fait un petit peu octer. Mais donc, management pathogène, on demandait aussi le respect, en fait, des institutions représentatives du personnel, ce qui est un autre point aussi qui est inquiétante qui est inquiétant pour une direction qui plus est de gauche. Et donc, en fait, ces problèmes de gestion, c'est des problèmes de gestion dans les deux cas qui sont liés, en fait, parce que c'est vrai que quand on rencontre une problématique dans le travail et que par ailleurs les salariés ne peuvent pas, ou la direction, ne peuvent pas compter sur les représentants du personnel pour essayer d'initier une médiation, d'essayer de débloquer les choses qui peuvent poser problème dans le travail, on a des difficultés pour avancer nécessairement. Si l'adresse directe des salariés à la direction n'est plus possible pour une raison X ou Y, et que ceux qui sont censés représenter la parole du personnel, en fait, ne peuvent pas le faire non plus, forcément, à un moment donné, il n'y a plus de possibilité de discuter. Et le troisième point, en fait, et qui était directement la résultante des deux précédents, et que nous demandons qu'un audit social soit fait, en fait, sur l'entreprise, puisqu'à un moment donné, quand on est en désaccord sur les constats, sur la façon de traiter éventuellement en plus les problématiques, déjà sur les problématiques et sur la façon dont éventuellement on pourrait les traiter, et qu'on se voit réorganiser
désorganisé, désorganisé constamment et qu'au fond la direction n'est jamais satisfaite, que rien ne va jamais, que des gens s'en vont, que des gens quittent le théâtre, etc. Des salariés, alors des ruptures conventionnelles, on en a eu 12 et je pense que c'est pas terminé. En 4 ans, sur une équipe qui a toujours été ou un peu plus ou un peu moins de 20. Oui, là, on est 18 hors direction. Voilà, c'est une entreprise moyenne, comme beaucoup dans le spectacle vivant. C'est souvent ou des petites entreprises ou des entreprises moyennes. Il y a quand même peu d'opérateurs vraiment nationaux, d'envergure. Voilà. Et donc c'est quand même presque une moitié du personnel, plus d'une moitié du personnel, en fait, à un moment donné, qui est parti travailler ailleurs. Pour des raisons différentes, certes. Je veux dire, tout le monde ne part pas pour la même raison et dans les mêmes conditions. Mais enfin, c'est un petit peu ennuyeux. On sait très bien dans une entreprise, il ne faut pas se cacher les choses. Quand il y a beaucoup de turnover, on sait aussi que ce n'est pas un hasard. Il n'y en avait pas avant, il y en a d'un coup, avec une autre direction. Et donc, on demande un audit social, en fait, pour pouvoir un petit peu expertiser, entre guillemets, ce qui se passe, mettre les choses à plat, et surtout que quelqu'un d'autre que les parties en présence le fasse, pour qu'il y ait un regard vraiment extérieur, et qu'on puisse, à partir de là, peut-être essayer de rediscuter vraiment du travail, et de remettre le travail au centre de la table, et surtout de considérer que tout le monde est concerné pour en parler. Ce qui n'est pas forcément simple à faire entendre. Ça a l'air évident comme ça quand on le dit, mais en fait, non, c'est pas si simple que ça. Non, mais c'est certain. Alors, c'est vrai que ce que vous venez de dire, ça illustre peut-être de façon très aiguë le constat que vous dressez dans votre travail, enfin dans le travail que vous avez co-dirigé, qui est un malaise, quoi, ou des lieux où il y a de la souffrance. C'est vrai que c'est assez frappant. Vous avez interrogé une centaine de personnes. Sur la partie vraiment sur les ressources humaines, il y a une trentaine de personnes qui s'expriment et des témoignages de votre travail. Ce que Madame vient de dire, vous l'avez entendu souvent ? Ah oui. Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu emblématique de ce qui se passe dans un certain nombre de lieux culturels. Les choses sont un peu exacerbées aussi dans le spectacle vivant. Dans les lieux où un artiste est mis à la direction, voilà, mais c'est pas. Alors, je voudrais simplement revenir un peu Bien contextualiser, voilà, voir en quoi ce que vous venez d'évoquer, c'est vraiment, c'est la manifestation d'une espèce de phénomène d'impensé sur qui travaille, comment sont les gens au travail. Il faut simplement extrêmement rapidement dire que en France le secteur culturel ça concerne aux alentours de 800 000, 1 million de personnes suivant les sources, qui est quand même pas rien, c'est 3% de l'emploi. Donc c'est ce qu'on qualifie comme le secteur culturel, c'est le livre, le multimédia, le patrimoine, spectacle vivant, architecture, voilà, art visuel, éducation, formation, publicité. Et que les caractéristiques, ça, on entend un peu dans ce que vous dites, c'est les personnes qui viennent travailler dans ce secteur-là sont des personnes qui ont des caractéristiques un peu particulières, quoi. Donc déjà de manière sociologique, c'est une population jeune. Donc c'est un secteur extrêmement attractif, qui continue de l'être. C'est un secteur qui continue d'embaucher, qui a augmenté ses effectifs de 50% en l'espace de 10 ans. Les effectifs continuent d'augmenter alors que c'était 16% pour la population active. C'est pas rien, quoi. C'est un secteur qui se constitue avec des gens au travail qui ont, c'est un secteur qui est aussi dans lequel il y a 60% de personnes qui sont issues de l'enseignement supérieur. Ça, c'est pas rien aussi. Ce sont des gens, qui ont qui sont pas là par hasard et pour aller très vite, qui pensent, et qui pensent aussi leurs conditions de travail. C'est un secteur aussi qui est précaire, féminisé et voilà, on a dit donc diplômé. Voilà, la particularité c'est ça, et c'est un secteur aussi qui attire des gens passionnés, des gens extrêmement motivés, parce que la rétribution n'est pas une rétribution financière, c'est un secteur aussi dans lequel les rétributions ne sont pas très élevées, mais une rétribution symbolique élevée, quoi. Les gens sont attachés à leur métier, et ce qui est très particulier, c'est que la motivation, l'attachement, l'engagement sont des choses qu'on recherche dans le monde du travail. Et là, c'est extrêmement présent. Et
donc pour faire le lien, la gestion des ressources humaines, les ressources humaines ne sont pas accompagnées et du coup ça devient ces qualités au travail en fait sont soit éteintes, sont mal accompagnées et du coup ça devient une problématique alors que voilà un accompagnement permettrait de révéler et permettrait de mettre en place une qualité de vie au travail qu'on retrouve absolument pas. En plus de ça, c'est un terme qualité de vie au travail, c'est un terme que j'ai entendu chez très peu de directeurs. Je l'ai entendu dans les fonctions support, mais chez les directeurs très peu. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on peut, vous le dites, c'est un métier qui est très attractif. On peut peut-être, comme on dresse un constat un peu sombre de ce secteur, on peut peut-être dire pourquoi est-ce que c'est attractif, qu'est-ce qui est intéressant dans ce métier, qu'est-ce qu'on y retrouve, Alors je pense que ça se reproche aussi, enfin ça se rapproche, je pense aussi parfois des motivations que peuvent avoir les gens dans le secteur social, je pense, c'est-à-dire l'idée qu'on va œuvrer en fait quand même pour essayer de faire avancer en fait la société, d'essayer de faire réfléchir aux problématiques qu'il peut y avoir en fait dans la société. Je pense aussi que quand on a des implications différentes en fonction des territoires sur lesquels on va travailler. Nous, par exemple, effectivement, on travaille à Aubervilliers et je pense qu'il n'y a pas non plus de hasard à venir travailler à Aubervilliers. Je pense qu'à un moment donné, ça constitue un choix de travailler sur un territoire comme celui-là. C'est un territoire. C'est la banlieue, c'est l'ex-banlieue rouge avec effectivement un monde ouvrier qui a dû à un moment donné muter puisque évidemment les usines fermaient, etc., etc. Donc un territoire en difficulté. Qui est passionnant parce qu'avec beaucoup de jeunes, avec des gens qui, que ce soit dans le secteur culturel ou autre, dans les écoles, partout, enfin, sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et veulent au contraire essayer de tirer les gens des situations parfois dans lesquelles, malheureusement, on les met, dans lesquelles on les contraint. D'ailleurs, la directrice du théâtre, Marie-Josée Mani, c'est un projet qui, en tout cas, qu'elle veut très ouvert sur le territoire, sur les gens autour. Tout à fait. Des jeunes. Qu'elle recentre un peu vers les migrants. Elle accueille ce que j'allais dire, beaucoup de migrants. Il y a un programme continu où ils sont payés, etc. Oui, tout à fait. Elle a pris cet axe-là, en fait. Après, c'est pareil, par rapport aux orientations de l'entreprise, il y aurait des choses à dire. Je veux dire, les problèmes migratoires à l'heure actuelle sont une problématique de la société, mais parmi d'autres, on va dire entre guillemets, il peut y avoir aussi plein d'autres problématiques à prendre en compte. Après, je comprends bien qu'on peut pas non plus s'axer on est bien obligé à un moment donné de se limiter un peu dans le travail, mais il y a d'autres problématiques aussi qui existent et c'est peut-être pas forcément nécessaire à un moment donné de s'axer uniquement que sur une chose et de considérer que c'est celle-ci qui importe et que les autres sont de moindre importance. Mais ça, c'est justement des discussions un peu dynamiques qu'on peut avoir dans l'entreprise sur les orientations et sur les choix, en fait, dans une entreprise culturelle. On peut avoir ces réflexions-là et le personnel est tout à fait fondé et légitime aussi à les mener. Parce que si on considère que ces problématiques-là, en fait, ne concernent qu'une toute petite minorité de gens, c'est embêtant parce qu'on remplit quand même une mission de service public pour le plus grand nombre. En fait, pourquoi la réflexion se mènerait comme ça, serait menée par une petite aristocratie comme ça de dirigeants. Voilà. Et donc, effectivement, nous, on travaille sur Aubervilliers en étant très impliqués, en fait, nécessairement dans ce qu'on fait. En plus, on est effectivement une équipe qui n'est pas pléthorique. Il y a souvent des fantasmes par rapport à ça. On a l'impression que dans les théâtres, il y a énormément de monde comme ça qui vivrait avec des deniers publics. En fait, on est un peu plus ou un peu moins de 20 en fonction des périodes. Là, on est plutôt un peu moins de 20. En ce moment-là, on a plutôt tendance à décroître qu'à croître. Et donc, c'est quand même une moyenne entreprise, quoi. Ça, c'est pas quelque chose d'énorme. Et donc, on travaille beaucoup, en fait, effectivement, sur ces problématiques de territoire. Pour revenir à cette question-là, donc de l'attractivité de ces métiers-là, sont des métiers qui sont souvent investis d'une forme d'engagement politique et social, voilà. Et et culturel et ils sont très investis subjectivement. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est important aussi, c'est-à-dire vous avez dit on ne travaille pas au théâtre d'Aubervilliers comme on travaille au théâtre de la ville. Et ça aussi c'est
Voilà, c'est ce que Foucault appelle l'hétérotypie, c'est-à-dire que ce sont les lieux eux-mêmes sont des lieux de réflexion, et on réfléchit pas de la même façon suivant les lieux, les endroits, que ça. Et ça, donc ça attire un certain nombre de profils particuliers. Et la grosse erreur des, voilà, on va dire, du management, c'est de mal prendre en considération, de mal adapter d'adapter leur projet de manière exogène, hein, c'est-à-dire qu'il y a un travail exogène extrêmement important, hein, sur les populations, le public, etc. Mais en interne, il y a une espèce de... le message n'est pas du tout le même, il passe très différemment. Il y a cette prise en compte justement de la particularité des équipes et de ces notions d'engagement qui est mal faite, mal accompagnée. D'où la tension les tensions que vous évoquez, et qui ne sont pas rares du tout. Et il faut ajouter à ça le problème, la question du poids des politiques publiques, du poids des tutelles dans ces problématiques-là. C'est-à-dire que les artistes sont nommés pour faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire que la question de la création artistique, mais ça, il y a pas à discuter cette question-là, évidemment, c'est très important. La France a un positionnement important de ce point de vue-là. C'est il faut le maintenir. C'est reconnu, c'est attractif, etc. Par ailleurs, la puissance publique, qui est le principal client, on pourrait dire, hein, des établissements soutenus par la puissance publique, a une vision extrêmement floue des conditions de mise en œuvre du projet artistique. C'est-à-dire qu'elle s'arrête trop souvent à la recevabilité sur le plan local d'un projet artistique. Mais il y a toute la mise en œuvre, les femmes et les hommes qui sont là, comment ça marche, voilà. Et bon, voilà, pour avoir interviewé un certain nombre de conseillers DRAC, de conseillers dans les collectivités publiques, ils disent eux-mêmes qu'ils sont très démunis sur cette question-là. Il y a une question il y a la maturité. Voilà, il faut que ça mûrisse, il faut avancer. Et c'est à nous, c'est à vous il faut se mettre autour d'une table et il faut discuter ces questions-là. Parce que ces questions-là, effectivement, c'est ce que vous dites et ce que j'entends dans votre discours, ne sont pas considérées. C'est-à-dire à la limite, c'est comme si on ne travaillait pas dans une entreprise avec des rapports hiérarchiques, des rapports sociaux. On a l'impression que ces questions sont considérées comme pas très nobles ou pas intéressantes. On a l'impression que c'est pas une priorité. C'est-à-dire savoir comment on va se mettre, comment on va travailler ensemble et comment on va suivre des directives et embarquer des gens dans un projet, manifestement, c'est pas tout à fait ce qui est prioritaire dans l'esprit. Non, c'est fait de façon très superficielle, en fait, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, effectivement, une direction qui arrive dans un lieu arrive suite à un appel à projet, en fait, qui a été fait. La personne va être choisie, effectivement, très bien. Mais cela dit, le projet a été constitué en dehors de l'entreprise, a été constitué même parfois en dehors du territoire. Alors, bien évidemment, on va demander aux personnes de prendre ça en compte quand même dans le projet lui-même. Mais cela dit, c'est un projet qui a été fait. Alors moi, j'utilise le terme en général de hors-sol, bien souvent sans rencontrer en fait les personnes à l'intérieur de l'établissement, très souvent, ou du moins ils n'en ont pas l'obligation. Donc certains le font, mais d'autres du coup ne le font pas. Certains viennent effectivement où ont travaillé, où ont été artistes associés, par exemple dans des structures des alentours, mais d'autres parfois pas du tout, ou complètement à l'autre bout de la France, donc pas du tout sur ce territoire-là. Et donc en fait, il y a nécessairement, quand le projet arrive, quand il a été choisi, quand il arrive dans la structure et qu'il va du coup devoir se mettre en place, normalement, il devrait y avoir en fait une prise en compte de la réinterprétation, de la réadaptation, du refondement que ça va devoir demander en se coltant en fait au réel. Et en fait, c'est passionnant. En soi, c'est passionnant. Ça ne devrait pas créer comme ça des dissensus, des conflits extrêmement aigus, etc. Il devrait y avoir une discussion. Alors peut-être dans un monde idéal, on est peut-être utopiste, mais il devrait y avoir une possibilité d'en discuter, ou du moins qu'il y ait une obligation de se mettre autour de la table et de poser le problème en disant bon voilà, très bien, le projet a été choisi, il est passionnant, vous avez été choisi pour le mettre en place, mais il y a des équipes sur place qui sont là et qui vont rester là.
On ne vous demande pas de faire un plan de licenciement massif et de mettre tout le monde à la porte et de recréer votre propre équipe et de ne travailler qu'avec cela. Donc il y a des qui se fait, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je d'ailleurs parle un petit peu. Voilà. C'était une des ça a été une des réflexions alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça peut être que l'État qui parle comme ça. Au sujet du conflit d'Aubervilliers, un représentant de l'État a dit c'est normal qu'on arrive avec ses équipes. C'était dans l'article de Laurent Carpentier du Monde, oui. Et c'était, c'est un peu choquant de lire ça parce qu'en fait on parle de gens, on parle de personnes. Voilà. Moi j'ai un enfant, enfin voilà, on est d'autres. C'est parmi nous à en avoir. C'est vrai que la place de ces salariés de l'équipe en place est intéressante, c'est-à-dire que, en tout cas dans l'esprit ou sur le papier, ces salariés sont là pour plus longtemps que le directeur, qu'un directeur. En fait, c'est le principe. Une équipe de direction. Voilà, c'est le principe, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un théâtre en ordre de marche. Et un théâtre en ordre de marche, c'est pas seulement un bâtiment et des murs, c'est aussi une équipe qui est à l'intérieur, avec des gens qui ont un métier. Qui ont acquis des compétences et qui ont acquis en plus des compétences sur ce territoire, très précisément. Par exemple, parlons des relations publiques, des gens qui depuis 20 ans ont constitué des réseaux sur le territoire, qui ont créé des liens avec les professeurs, avec les associations, avec la municipalité, avec tout un tas de relais sur le territoire et qui travaillent avec depuis des années, ça n'est pas rien. Considérer que du jour au lendemain, on va les mettre à la porte et on va en prendre d'autres, tout simplement parce que ceux-là seraient plus proches de la ligne artistique, de la direction, et se priver de ses compétences acquises chèrement et dans le temps, avec un travail comme ça au quotidien, c'est extrêmement regrettable. Enfin, je veux dire, c'est voir les choses d'une façon un petit peu bizarre, enfin un petit peu étrange. Et donc, et c'est un peu ce qui se passe malheureusement à l'heure actuelle, c'est-à-dire que on n'affirme pas suffisamment cette nécessité pour les directeurs ou les directrices qui arrivent avec leur projet de travailler avec l'équipe sur place et de leur dire voilà, vous avez une équipe qui est là. Et vous allez devoir travailler avec. Donc, réfléchissons à la façon dont on peut mettre tout le monde autour d'une table et avancer sur les problèmes qui nécessairement vont poindre. Et c'est normal et c'est pas grave. Non, c'est sûr. Et dans les lieux où ça se produit, où les directeurs ou directrices arrivants prennent le temps, mais dans quelques secteurs que ce soit, dans le spectacle vivant, en art plastique, etc., prennent le temps passent du temps avec les équipes, prennent du temps pour les expliquer le projet, remotiver, repartir ensemble. En général, on voit des gens extrêmement, tout à fait loyaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de repartir sur un projet. Donc, a priori, cette question-là ne devrait pas poser de problème en dehors, justement, de la mise en œuvre d'un vrai projet social, ressources humaines, d'un vrai projet de dialogue, de réflexion en intelligence collective. On travaille plus comme dans les années 80, 70 où un directeur arrivait et il y avait les gens qui étaient sur place. Enfin, il y avait un autre mode de relation au travail. C'est fini ça. Et moi, ce que je pense, c'est que les femmes et les hommes qui travaillent dans le secteur culturel ont progressé beaucoup plus vite que les directions, quoi, vraiment. Et la chape de plomb qui pèse sur les directions, elle est en partie liée au rôle de la puissance publique, quoi, qui n'accompagne pas assez d'obligations, de formation. Pas de formation. Les personnes arrivent. Je veux dire, n'importe qui travaille dans un théâtre n'arriverait pas sans formation, sans métier, sans compétences vérifiées, certifiées, etc. Or là, on nomme des directions effectivement qui arrivent sans avoir de compétences, on va dire entre guillemets, autres que celles qu'ils ont, qui ne sont pas du tout rien, mais je veux dire qui sont des compétences artistiques. Et puis du coup, en fait, ce que ça signifie aussi quelque part, c'est une forme de refus de considérer ça comme quelque chose d'important. Au fond, on ne met pas l'accent dessus. Donc c'est que finalement, la ressource humaine, avoir des compétences en réglementation du travail, des compétences budgétaires, en gestion du personnel, etc. Bon, finalement, c'est pas si important que ça. En fait, ce qui prime, c'est autre chose. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, justement, le pouvoir public devrait signifier autre chose à ce moment-là. C'est à lui de signifier quelque chose et de donner justement une orientation. Et on sent ce manque en fait là. Et en fait, les gens ensuite sont mis dans des situations qui sont parfois inextricables du coup.
Et puis, il y a effectivement des comités de suivi, c'est-à-dire, on ne peut pas dire non plus que les structures sont en roue libre, c'est-à-dire qu'ensuite, voilà, les tutelles vont 2-3 fois par an rencontrer les directions pour faire un point, etc. Mais encore faut-il voir sur quoi on le fait, ce point. Et en fait, le personnel n'est jamais convié à y assister, ne rencontre jamais les tutelles, ne rencontre jamais les prescripteurs, donc ne peuvent pas non plus parler peut-être de la réalité de ce qui se passe dans le lieu. Enfin, on imagine très bien, je veux dire, que lorsqu'ils présentent des chiffres, les directions, lorsqu'elles présentent la situation, elles vont essayer de la présenter comme des bons élèves, comme si tout était parfait dans le meilleur des mondes, essayer de mettre en avant les choses qui marchent et non pas les choses qui ne marchent pas. Et c'est normal, et quelque part, on les met aussi dans cette situation-là. Quelque part, c'est un système qui... Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est qu'on voit bien qu'il y a un continuum, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose de l'artiste qui est nommé, qui essaie de mettre en place son projet. Bon, effectivement, personne ne lui a dit, en étant bien seul, ou en arrivant avec quelques équipes, personne ne lui a dit, la priorité, c'est que le lieu soit un endroit agréable pour travailler et pour vivre en commun. Parce que, moi, il y a un mot qui est un mot un peu classique dans la description des difficultés au travail, qui est le conflit de valeurs qui m'intéresse. Est-ce que vous le citez abondamment dans votre travail? Qu'est-ce que ça veut dire un conflit de valeurs quand on travaille dans un lieu comme ça, dans un théâtre? Il y a un témoignage extrêmement très touchant, quoi, d'une jeune femme qui était aussi à la billetterie sur un gros établissement et qui dit: mais qu'est-ce qu'on défend sur nos plateaux? Qu'est-ce qu'on défend sur nos plateaux quand on voit comment ça se passe à l'intérieur, quoi. Donc il y a véritablement un conflit éthique, quoi. C'est-à-dire que on travaille à la mise en œuvre d'un projet culturel, donc qui est supposé, voilà, apporter quand même un éclairage sur notre condition sociale, apporter un peu repousser des horizons de réflexion, apporter des réflexions sur sur comment vivre ensemble, sur qu'est-ce que c'est que vivre ensemble. Enfin voilà, des metteurs en scène qui mettent en scène Edward Bond. Voilà, ça fait vraiment réfléchir, quoi. Voilà. Et parallèlement à ça, enfin vraiment, moi j'ai des témoignages mais absolument cruels, quoi. Parallèlement à ça, en interne, ces valeurs-là ne sont pas déclinées, elles sont, voilà, et elles sont dans le meilleur des cas ignorées, et dans le pire des cas, mais vraiment niées, quoi, vraiment, voilà. Et on a des gens qui disent voilà comment ça se passe pour moi, et voilà ce à quoi je travaille, c'est juste pas possible, quoi. C'est, voilà, il y a des gens d'ailleurs qui démissionnent, qui partent, quoi, en disant je sais pourquoi je travaillerai à l'extérieur. Et puis c'est très ça fait un peu objet de répulsif pour les jeunes entrants dans le secteur, qui disent mais c'est pour travailler là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est très difficile. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Effectivement, la souffrance des gens en fait s'engouffre là, dans ce conflit de valeurs, effectivement. Et je relisais dernièrement un texte justement d'Yves Clos qui disait que l'une des principales causes de souffrance, on va dire, chez les gens, c'est qu'ils ne puissent pas participer à la réflexion, à la discussion, conflictuelle ou pas, quelque part peu importe, mais sur ce que doit être le travail et leur travail, et qu'ils ne puissent pas participer à la définition. Et je pense qu'on est en train de dessaisir de plus en plus les gens de toute considération ou conception ou réflexion sur leur travail, et on sait ce que ça produit. Enfin, je veux dire, on sait que ça produit du mal-être, on sait que c'est terrible pour les gens. On ne peut pas venir comme ça et dire à quelqu'un qui fait depuis des années un travail et qui s'applique à le faire bien et en conscience, etc., lui dire écoute, ce que tu fais ne nous intéresse pas. Ne nous intéresse pas, et puis par ailleurs on trouve que tu n'es pas fondé à pouvoir le penser toi-même. D'ailleurs, on va le penser à ta place, on va te dire maintenant ce que tu vas devoir faire, et surtout quand c'est des gens qui n'ont pas de compétences particulières pour le dire, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent, c'est très dur à entendre. C'est un public salarié, comme vous avez dit, qui est particulier, qui est très engagé, et qui est très engagé, et oui, qui est souvent impliqué au-delà du professionnalisme de base. Alors peut-être pour finir, moi j'ai du coup une question, c'est comment ça se fait que ces questions-là, on les entende si peu. Enfin, c'est une bonne question peut-être. Enfin, c'est peut-être pas facile d'y répondre, mais. Alors, si vous voulez, je vais. Ça m'intéresse. Alors voilà, parce qu'on ne sait pas. On ne le sait pas en fait quand on rentre dans un théâtre.
Une des premières, enfin, donc on sait ce que c'est que les RPS, donc la souffrance, les risques psychosociaux, ouais, la souffrance au travail, donc. Et moi, ce qui m'a beaucoup, et une des raisons aussi pour lesquelles on a investigué cette question, c'est, moi, je trouve que un des premiers RPS dans le secteur culturel, c'est le déni des RPS, justement. Ah oui, c'est tout à fait. Le premier risque et la première. Tout à fait. Et voilà, et la première chose dont souffre ce secteur, c'est le déni. C'est extrêmement. D'ailleurs, il y a pareil, un témoignage disant c'est très difficile de dire tout le monde. Voilà, on a une espèce de position sociale, on est investi un peu comme une forme d'élite parce qu'on réfléchit, etc. Et dire ah ben vraiment au travail ça se passe très mal, c'est très très paradoxant, c'est difficile, voilà. Mais moi je serais un peu moins pessimiste que vous sur justement la façon dont cette question de qualité de vie au travail, de possibilité de qualité de vie au travail est investigué. Il y a un vrai travail qui se fait par ailleurs. L'ANACT fait un travail formidable là-dessus. C'est quoi l'ANACT? L'Association nationale d'accompagnement des conditions de travail, d'amélioration des conditions de travail. Voilà. Il y a un travail formidable qui est fait en particulier avec le secteur de l'économie sociale et solidaire. Vraiment, mais ça vient une fois de plus des personnes au travail elles-mêmes. Et moi, je crois qu'il y a des perspectives d'évolution. Et nous-mêmes, là, on est très peu, mais on voudrait mettre en place un observatoire de la qualité de vie au travail dans le secteur culturel. Qui soit voilà, vraiment. D'accord. Peut-être même question au niveau des syndicats. Est-ce que c'est une question qui émerge? Effectivement, on n'est pas pour la CGT, on n'est pas dans le profil classique du salarié exploité. C'est des gens qui ont un bagage très fort. Elle submerge même, parce qu'on parle beaucoup de ça actuellement. On nous parle beaucoup de ça et on y est beaucoup confronté en fait dans les lieux. Surtout que des lieux ont été en plus contraints financièrement parfois. Mais je ne veux pas non plus dire que c'est uniquement la seule cause parce que ce serait faux. En fait, très souvent justement les directions disent ah oui mais c'est parce que aussi il y a budget contraint avec les financements, c'est pour ça aussi qu'il y a des difficultés dans les lieux. Non, pas seulement ça simplifie pas les choses, on est bien d'accord, mais c'est pas du tout la seule cause. Voilà, nous là par exemple, on n'est pas à budget contraint à Aubervilliers. On a le même subventionnement depuis des années, on a très peu bougé. Donc c'est pas vraiment ça. Bon, et c'est pas les 1% qu'on obtient de temps en temps en négociation annuelle obligatoire sur les salaires qui va grever le budget non plus de l'entreprise. Donc voilà. Donc ça monte quoi, c'est un sujet. Et c'est effectivement un vrai problème à l'heure actuelle. On a de plus de gens qui sont en maladie ou qui manifestent vraiment une vraie difficulté à travailler dans les lieux. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas du tout être pessimiste parce que je pense qu'on est effectivement à l'émergence de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans une vraie prise de conscience. Je pense qu'on a beaucoup d'employeurs qui ont une espèce de bonne conscience de gauche, entre guillemets, qui considèrent que eux, ça ne les concerne pas, que bien évidemment, eux, ils font les choses d'office parfaitement bien et qu'ils sont parfaitement en connaissance de ces sujets-là. Donc déjà, c'est difficile dans ces cas-là d'arriver à leur faire comprendre que non, c'est peut-être pas forcément si bien que ça. Et notamment, moi, pour aller dans le sens de ce que vous dites et illustrer un peu votre propos, moi je me rappelle par exemple d'une collègue qui, alors qu'elle avait été convoquée pour lui reprocher un certain nombre de choses, avait exprimé sa souffrance à l'administratrice en lui disant « mais moi je suis en souffrance à l'heure actuelle ». Et l'administratrice lui avait dit « mais non, tu ne souffres pas ». Bon. Oui, donc c'est juste une illustration pour dire à quel point il y a une difficulté à dire non mais s'il y a quand même des problèmes, on aimerait bien être entendu là-dessus. Et les syndicats s'en saisissent de plus en plus. D'ailleurs, le mouvement à Aubervilliers, par exemple, a été très très soutenu, que ce soit évidemment par le Syntac CGT, mais aussi par la Fédération du spectacle ou effectivement par la Confédération CGT du travail. Martinez qui est venu, le dirigeant est venu vous soutenir, qui est absolument et qui a dit effectivement qu'il n'y avait pas d'exception culturelle à considérer dans les conditions de travail, et que non. Voilà. Et puis c'est vrai que dans ce rapport un peu des fois qui est un rapport de proximité parce que c'est des petites ou moyennes entreprises, parce que tout le monde se tutoie, parce que il y a une espèce de lien comme ça, puis il y a encore cette espèce de fantasme des compagnies où tout le monde se connaît, qui existe dans les compagnies, mais des compagnies où tout le monde se connaissait, était dans une grande proximité et tout ça. Donc on a l'impression que dans cette proximité de rapport et dans cette conception commune un peu du travail que l'on fait et tout, forcément il peut pas y avoir de conflit, il peut pas y avoir de divergence d'opinion, il peut pas y avoir de divergence d'intérêt. Et or c'est faux.
C'est faux et c'est pas grave qu'il y en ait en fait. Il faut dédramatiser ça, c'est pas grave. Absolument. Et c'est justement en discutant, etc., qu'on fait progresser les choses et que les gens se sentent mieux. Et c'est justement en mettant ça sous le tapis, en n'en parlant pas, qu'on va créer de l'angoisse et du stress chez les gens. C'est à l'inverse. Bon, écoutez, j'espère que cette petite discussion contribuera à mettre sur la table et à faire ces sujets, à faire prendre conscience de ces questions. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et je vous dis à une prochaine fois pour un espace de travail. À bientôt.